Premier focus qui va intéresser tous les parents qui nous écoutent. Comment gérer la vie numérique de son enfant? Faut-il contrôler son smartphone? Faut-il avoir son mot de passe? Comment s'assurer qu'il ne fait pas l'objet de harcèlement ou de chantage sexuel en ligne? Si on se pose cette question ce dimanche, c'est parce qu'une campagne de sensibilisation a été lancée cette semaine. Elle porte sur les violences sexuelles chez les ados et notamment les cyberviolences sexuelles. Tu kiffais pas là? Qu'est-ce que tu as de bien kiffer en tout cas? Ah, je te fais chier, je vais te faire chier. Hein? Tu fais quoi? Partager. Non, fais pas ça. Public. Non. S'il te plaît. C'est trop tard. Voilà, petit extrait de l'un des clips de cette campagne portée par la Direction de l'égalité des chances que vous représentez dans ce studio ce dimanche. Déborah Kupperberg, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis Paris. Autre invité dans notre studio à Bruxelles, cette fois, c'est Yves Collard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur chez Médianimation, c'est une ASBL qui fait de l'éducation aux médias. Vous êtes aussi professeur à l'IEX en psychosociologie des usagers et des pratiques médiatiques. Déborah Kupperberg, je voudrais commencer avec vous. Un mot d'abord de cette campagne, hashtag Arrête, c'est de la violence, c'est son nom. Vous l'avez pensée directement à l'intention des jeunes, pas tant de leurs parents, et elle s'articule notamment autour d'une sorte de web-série, là, dont on a entendu un extrait. Oui, tout à fait. Première chose, c'est une campagne qui a été lancée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la COCOF et la Wallonie. Et elle a été pensée en effet pour les jeunes, a priori les 15-25 ans, mais parfois des jeunes plus jeunes sont déjà immergés dans la sphère des médias. Et donc il y a 4 épisodes qui sont comme une web-série, 4 situations de violences sexuelles dans des relations amoureuses ou des relations intimes entre des jeunes. Alors chacune, ce sont des personnages qui ont un âge différent. Ce sont chaque fois des filles qui sont victimes, parce que dans le cadre des violences sexuelles, c'est principalement les filles qui sont victimes. Donc on a représenté la majorité des situations, même s'il y a des garçons qui sont également victimes d'agressions sexuelles. Et donc, l'épisode qu'on a entendu là tout de suite, c'est une situation de cyberviolence sexuelle, spécifiquement de revenge porn, c'est-à-dire un jeune qui se venge de sa copine qui le quitte en postant des messages ou des images à caractère sexuel. Mmh. Et donc, ce sont des situations qu'on retrouve chez les jeunes. Alors, la violence sexuelle en ligne, aujourd'hui, elle touche presque 1 ado sur 5. J'ai été très surprise par ces chiffres, ça semble énorme. Ça comprend quoi, cette expression cyberviolence sexuelle? Vous avez parlé du revenge porn. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, en fait, la cyberviolence à caractère sexuel, c'est à la fois des comportements, écrire, diffuser, partager, pirater des comptes, mais aussi surtout des contenus. Ce sont des messages à caractère sexuel qui sont reçus ou envoyés, qui sont diffusés sans l'accord de la personne qui est concernée, ou des contenus propos dégradants, insultants, qui connotent de manière humiliante la personne qui est visée. Mmh. Yves Collard, on parle beaucoup d'éducation aux médias. Alors oui, discuter avec son enfant des dangers du numérique, on répète partout que c'est important, mais il y a tout de même une fracture avec les parents, puisque on n'utilise pas les mêmes réseaux sociaux, on n'a pas les mêmes usages. Il faut se tenir au courant, absolument. Exactement, mais c'est la première chose à faire. Pourquoi ? Parce que les parents qui ne sont pas au fait de ce qui se passe dans les pratiques adolescents vont avoir éventuellement tendance à disqualifier les pratiques adolescentes. Et c'est d'ailleurs, la campagne est tout à fait intéressante, elle est nécessaire. Mais en même temps, elle peut aussi avoir des effets collatéraux non désirables. C'est-à-dire que les parents qui vont s'inquiéter des usages de leurs adolescents, plutôt que de s'interroger sur les usages adolescents, vont peut-être avoir tendance aussi à être dans un biais cognitif de renforcement des croyances initiales et considérer dès lors que Internet c'est extrêmement dangereux et puis dès lors avoir des mesures parfois un peu trop coercitives par rapport à leurs enfants, voire même prohibitives. Non, on ne va jamais sur Internet parce que c'est trop dangereux, etc. Donc la campagne forcément pas la bonne attitude à avoir non plus. Exactement, elle est nécessaire, mais attention au risque que ça peut engendrer d'augmenter une fracture auprès des parents qui s'inquiètent des usages adolescents. Alors ça aurait été peut-être un peu hypocrite de faire ce focus sans donner la parole aux principaux concernés. J'ai donc interrogé Basile hier. Basile a 14 ans, il utilise principalement Instagram et Snapchat. Que fait-il sur les réseaux sociaux? On l'écoute. Principalement, c'est plus terminer mes discussions avec mes potes ou juste se marrer entre potes.
Et après, oui, ça m'est déjà arrivé de faire des connaissances avec les réseaux sociaux. Mais si on prend Instagram, c'est vrai que moi, les filles de mon entourage, la plupart recherchent des likes. Après, il y a des garçons qui le font aussi, mais... Enfin, je sais pas, moi, les filles que je connais, c'est plus... elles cherchent des likes. Et est-ce que tu as l'impression que ça pourrait être plus dangereux pour une fille sur les réseaux sociaux que pour un garçon, ou pas spécialement? Ça peut être plus dangereux, mais ça dépend aussi de la personne. Si elle commence à mettre des photos vraiment qui deviennent vulgaires, d'office, il y a des gens qui vont aller lui parler et tout ça. Et ça dépend de comment elle va se protéger, quoi. Déborah Kuperberg, j'ai envie de vous faire réagir à cela. On a parlé un petit peu, il y a quelques minutes, des filles sur les réseaux sociaux qui seraient les principales victimes. Est-ce que vous avez l'impression qu'à la base, les filles et les garçons ont déjà un rapport différent aux réseaux sociaux? Ils les utilisent différemment. Les filles seraient plus en demande, comme le dit Basile ici, plus en demande de reconnaissance et donc plus exposées aux risques? Ou bien on est dans les stéréotypes là? Mais l'espace numérique, il n'est pas différent de celui de la société. C'est comme partout, il y a des inégalités, il y a du sexisme, il y a des discriminations. Et on a des attentes qui sont différentes vis-à-vis des filles que vis-à-vis des garçons. Ce jeune garçon dit, voilà, des photos vulgaires. Donc, il y a déjà des attentes spécifiques pour les filles en disant que certains comportements sont particulièrement jugés de manière négative quand ce sont des filles qui les ont, alors qu'ils peuvent être tout à fait valorisés quand ce sont des garçons qui les mettent en avant. Avoir beaucoup de relations amoureuse, avoir une sexualité qui est ouverte, ça peut être des choses qui sont beaucoup plus mises, pointées et discriminées pour les filles que ça ne l'est pour les garçons. Donc le contrôle pour les filles est plus important et donc elles sont plus vite agressées pour une série de comportements qui seraient considérés comme inappropriés pour leur sexe. Yves Collard, la prochaine question est pour vous. On écoute une fois encore Basile, cette fois au sujet de l'intervention et du contrôle parental. Je sais qu'il faudrait qu'ils soient un petit peu plus surveillants, mais ça m'embêterait vraiment. De temps en temps, avec mes parents, on en parle, mais sinon aussi, à l'école, on a aussi plein de préventions sur les réseaux sociaux. On fait beaucoup d'allusions à tout ce qui se met sur Internet, reste sur Internet. Et du coup, il faut faire gaffe à ce qu'on met, ce qu'on poste. Est-ce que si tes parents avaient ton mot de passe ou aller voir tes messages, il y aurait quelque chose qui te gênerait ou bien tu comprendrais la démarche? Je comprendrais, mais ça m'énerverait vraiment qu'ils se mêlent à ce point, quoi. Qu'ils prennent mon mot de passe et qu'ils aillent sur mon compte. D'accord, ils peuvent me demander de leur montrer des trucs, mais pas aller sur mon compte sans m'en parler. Alors on l'entend, des discussions, oui, de la prévention, oui, un peu de contrôle à la limite. Yves Collard, comment est-ce qu'on met en place cette balance-là en tant que parent, être présent tout en respectant la vie privée de son ado? Ah oui, c'est ça, c'est toute la question de la gestion de la présence et de l'absence de la part des parents. Ce que cet adolescent montre bien, c'est que il y a un désir de fuir le cocon familial pour créer une nouvelle famille, une nouvelle tribu en dehors de la famille. Et donc, c'est une attitude qui est assez angoissante en même temps pour l'adolescent. C'est pour ça qu'il dit ouais, j'aimerais bien qu'il me contrôle, qu'il me surveille un petit peu. En réalité, ce qu'il est en train de dire par là, c'est j'aimerais bien que les parents soient aussi là au cas où j'en aurais besoin. Alors, les adolescents se méfient comme la peste des stratégies éducatives adultes et se méfient comme la peste d'une intrusion un peu excessive. Il n'y a rien de plus cruel pour un adolescent qui a justement envie de partir, de fonder sa nouvelle tribu. Il n'y a rien de plus cruel que d'avoir toute une série de likes ou de commentaires de la part des parents, même s'ils ont besoin, malgré tout, que les parents soient présents en cas de coup dur. Alors, je vais peut-être faire une comparaison, une analogie avec la vie dite réelle. Quand un adolescent va à l'école et qu'il a oublié sa boîte à tartines, s'il voit sa maman ou son papa débarquer dans la cour de récréation en disant « You, t'as oublié tes tartines, heureusement que ta maman est la honte. Là, c'est la honte. » Il en va de même un peu sur les réseaux sociaux aussi. Ce que l'adolescent dit bien aussi, c'est que une mesure éducative qui vise à davantage de contrôle doit être en concertation avec l'adolescent. Donc si l'adolescent a envie, parce qu'il a peur de ceci ou cela, que les parents soient davantage intrusifs
en partageant, voire même le mot de passe ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui doit être négocié, bien entendu, et renégocié constamment en fonction de l'âge de l'adolescent qui avance. Je rappelle quand même que légalement, c'est pas très autorisé d'ouvrir le courrier même de ses enfants. Donc il en va de même aussi pour les comptes Facebook. Donc on peut pas encourager les parents à entrer dans une espèce d'effraction dans l'intimité des adolescents. Parce que là, c'est aussi leur intimité. Elle doit être protégée aussi à certains moments. Déborah Kupperberg, à partir de quand faut-il s'inquiéter, prendre des mesures plus fortes? Que faire, par exemple, si son ado vit une situation de harcèlement ou de chantage sexuel? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs choses. Je crois qu'avant que des situations désagréables de ce type, ou parfois catastrophiques, se développent, il faut développer l'intelligence émotionnelle, une sorte d'intelligence émotionnelle numérique des jeunes, qui consiste à les responsabiliser. C'est pas possible de constamment les contrôler, de vérifier. De toute façon, ils ont toujours une longueur d'avance sur les adultes. Et donc, les mettre en autonomie, leur faire preuve de confiance, qu'ils puissent avoir de l'empathie, avoir une bonne relation en ligne, mais aussi savoir demander de l'aide. Et en effet, quand on est dans une situation de demande, il y a des réflexes à avoir. Il y a des réflexes à avoir. D'abord, savoir qu'est-ce qu'on poste, demander l'accord avant de partager, de commenter, même voire de liker, et apprendre à réfléchir aux conséquences que des situations peuvent avoir pour moi et pour les autres. C'est aussi protéger ses données personnelles, savoir configurer. Des fois, les adultes devraient aussi apprendre à mieux configurer les paramètres de confidentialité ou les mots de passe, simplement. C'est apprendre à ne pas relier des contenus qui sont sexistes, homophobes, transphobes, racistes, dégradants, humiliants. Et puis, c'est aussi savoir écouter ceux qui se confient, savoir écouter sans juger. Et puis, si la situation arrive, il faut savoir réagir. Alors, il y a différents moyens. Chaque réseau social a sa manière de bloquer des contenus. Il faut le signaler. Il faut garder des preuves, faire des copies d'écran, contacter des professionnels, des adultes, que ça soit le centre PMS. D'abord les parents, évidemment. Puis, mais si on n'a pas confiance, des fois, on est mal à l'aise. Ça peut être le centre PMS, ça peut être une AMO, une aide en milieu social, une association d'aide en milieu ouvert, comme le service droit des jeunes, qui fait un accompagnement juridique des jeunes. Ça peut être une association de jeunesse, ça peut être un service comme Infort-Jeunes. Il y a en tout cas beaucoup de pistes, mais c'est vrai que la première étape, c'est sans doute les parents qui, eux, peuvent après prendre des dispositions. Oui, mais il y a des choses concrètes à faire. Porter plainte, demander la suppression, demander de l'aide. Il y a des moyens sur le site de la campagne arrête.be. On recommande. Oui, c'est vrai que c'est assez bien renseigné, et aussi en fonction de chaque situation d'ailleurs. Yves Collard, on a entendu Basile tout à l'heure parler de la prévention à l'école. Vous en faites aussi avec votre ASBL. Est-ce que c'est suffisant, ça, ou bien est-ce que, comme Déborah Kupperberg vient de le rappeler, il faut absolument que cette éducation numérique se fasse aussi à la maison, et donc sensibiliser les parents également? C'est effectivement un travail entre toute une série de partenaires. L'école, évidemment, a son rôle à jouer, les parents aussi. Le mot d'ordre, c'est non à la violence, tout simplement, mais c'est assez difficile. C'est assez difficile de mettre ça en place parce que les victimes d'agression ont peu tendance à considérer que finalement, c'est un peu normal ce qui leur arrive. Donc, c'est difficile pour ces victimes parfois de prendre la parole, de se confier, et principalement auprès des parents, parce que les enfants sont très bienveillants par rapport à leurs parents. Ils n'ont pas envie de les rendre tristes, ils n'ont pas envie de générer chez eux de la colère. L'école, c'est parfois compliqué aussi, parce que c'est difficile de détecter un cas de cyberviolence. Ce sont des actes répétés qui ne sont pas forcément subis. Donc la démarche principale de l'école, c'est d'amener les enseignants, qui sont en première ligne, à pouvoir détecter des problèmes, pour en parler ensuite avec les élèves et voir quelles mesures à mettre en place. Il faut aussi compter sur la collaboration entre les enfants et les adolescents eux-mêmes. Ça, c'est très important. Ce que vont faire les adolescents en premier lieu dans les réseaux sociaux, c'est chercher une entraide sur les problèmes qu'ils peuvent subir. Et donc ça aussi, c'est
c'est quelque chose qu'il faut activer, l'entraide collective à l'intérieur même des réseaux sociaux. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer ce sujet. Déborah Kuperberg, responsable donc de cette campagne de sensibilisation arrête.be. Allez voir ce site, c'est très bien fait. Et Yves Collard pour Médianimation qui est également avec nous. D'ici quelques minutes, Gilles Quastio viendra nous expliquer comment les jeux vidéo peuvent aider les victimes des attentats à surmonter leur traumatisme. Tout de suite, on se pose avec Axel Red quand le jour se lève.